L'art de presque savoir, aujourd'hui, la bataille de la couleur. Quand on pense à la peinture, on imagine couleur. Ça n'est pas si évident au XIXe siècle. Ce qui compte par-dessus tout, c'est le dessin. Le système des arts est régi, pour ne pas dire formaté, par deux institutions au XIXe siècle. L'école des beaux-arts, où l'on reçoit une formation, le salon, qui est un lieu d'exposition, qui peut être annuel ou bisannuel en fonction des régimes politiques. En fait, c'est le seul endroit où un artiste, pendant longtemps, va pouvoir exposer, se faire connaître. C'est un passage donc obligé pour tout artiste qui veut faire carrière, voire même le salon peut être perçu comme un aboutissement de la carrière. La formation de l'artiste passe aussi par la copie des grands maîtres. Ici, au musée du Louvre, où Degas et Renoir vont se rencontrer. Paris devient donc le lieu obligatoire des artistes. Là où on se forme, à l'école des beaux-arts, là où on copie, dans les grands musées comme le Louvre, là où on expose avec le salon. Le salon est fondé par Colbert en 1667. Il est né dans les salons du Louvre, d'où son nom. Le salon, avec un S majuscule. Il permettait aux artistes, membres de l'Académie, de pouvoir exposer. L'entrée au salon est conditionnée. Il vous faudra un prix de Rome ou une légion d'honneur. Si vous n'avez pas de sésame magique, il va vous falloir vous soumettre au jury. Les voici en train de voter à canne ou parapluie levé pour permettre au tableau d'entrer au salon. Pour choisir, ils ont des critères, ceux qui étaient enseignés à l'école des beaux-arts. Bref, pour faire un chef-d'œuvre au XIXe siècle, il suffit de suivre la recette. Au milieu du XIXe siècle, le salon s'installe sur les Champs-Élysées, au Palais de l'Industrie. C'est une manifestation majeure de la vie artistique, rien ne lui est comparable aujourd'hui. La première règle, la hiérarchie des genres. C'est l'idée que des sujets sont meilleurs que d'autres et vous apporteront plus de succès. En tête, on va trouver la peinture d'histoire, mention très bien. Le portrait, pot-au-feu du peintre, la scène de vie quotidienne, vous avez toujours la moyenne. Le paysage peut beaucoup mieux faire, la nature morte, le pire des sujets. On le surnomme au XIXe siècle de la peinture pour filles, parce que les filles ne sont pas assez intelligentes pour faire de la grande peinture d'histoire. Dans le salon de papa et maman, on va donc leur laisser un sujet facile, la nature morte. Voilà le nœud du problème, la peinture doit être intelligente pour se distinguer des arts mécaniques et se hisser à la hauteur des arts libéraux. La naissance de Vénus, un sujet parfait pour la peinture d'histoire. D'abord parce qu'on y voit une déesse parfaite. L'art n'est fait que pour représenter de belles choses. Elle est totalement idéalisée, il n'y a pas un poil qui dépasse. Au passage, le poil dans les arts, tout un sujet. Et puis, elle permet de mettre en scène le nu, qui est essentiel à l'œuvre d'art. Au salon, pas possible. D'ailleurs, pour entrer à l'école des beaux-arts, c'est-à-dire à l'académie, eh bien, il vous faudra faire une académie. L'académie vous permet d'entrer à l'académie. Je m'explique. Le nu, la chose la plus difficile à dessiner, est encore plus difficile lorsque le modèle est masculin. Un nu masculin s'appelle une académie et le concours pour entrer à l'école des beaux-arts consiste à produire ce nu masculin. Une académie permet donc d'entrer à l'académie. Le dessin d'un nu, difficile à réaliser, rapproche les artistes des mathématiciens. Et les mathématiciens font partie des arts libéraux, ces fameux arts intellectuels tels qu'on les a définis à la Renaissance et auxquels la peinture veut coller le plus possible. La qualité mathématique d'un tableau va aussi se comprendre à travers sa composition et en particulier la perspective. La perspective permet de définir le tableau à la Renaissance comme étant une fenêtre ouverte sur la réalité, en donnant cette impression de troisième dimension qui manquait à l'espace pictural. Elle est inventée en 1425 par Filippo Brunelleschi en Italie et basée sur une observation du réel. Quand vous regardez une route, au lointain, les bords de la route semblent se toucher.
En peinture, les lignes parallèles deviendront donc obliques et se rencontreront sur un point, le point de fuite. Voici une magnifique perspective. En suivant les lignes du plafond et celles du sol, nous allons donc construire une perspective qui va se rejoindre sur le point de fuite. Les lignes parallèles sont devenues obliques, transformant ce tableau en fenêtre ouverte sur la réalité. On aurait presque envie d'enjamber le cadre pour pénétrer avec toutes ces femmes dans le tépidarium. La couleur dans tout ça est associée principalement au sale et à la sensiblerie. Elle n'est pas enseignée aux beaux-arts, elle est le fait des ateliers. C'est une bonne question. La couleur est associée à l'expression des sentiments et la sentimentalité est plutôt d'inspiration féminine, alors que le dessin serait la raison, la science, les mathématiques et donc le côté plus masculin de la peinture. Prenons le tableau célèbre de David. On pose ici masculinité et féminité. À gauche, le dessin traduit la mathématique, la ligne droite, ces hommes décidés à mourir au combat. À droite, la courbe, il aurait pu y ajouter encore plus de couleurs, va évoquer la sensibilité des femmes, voire la sensiblerie. Bref, aux hommes, la raison, aux femmes, le sentiment. À la raison, le dessin, au sentiment, la couleur. L'opposition du dessin et de la couleur est une vieille bataille qui parcourt l'histoire de l'art. À chaque siècle, son champion. À la Renaissance, on va voir Michel-Ange pour le dessin s'opposer à Véronèse pour la couleur. Au siècle suivant, Poussin sera le maître du dessin, Rubens ira vers la couleur. Au XIXe siècle, Ingres est le maître du dessin, Delacroix est le maître de la couleur. Et que se passe-t-il chez les autres artistes ? Sculpture, architecture, quels sont les positionnements de... Au milieu du XIXe siècle, on va commencer à évoquer la polychromie des œuvres antiques, ce qui va lancer un énorme débat sur la couleur. En 1851, l'architecte Hittorf fait cette restitution du temple d'Empédocle. Et non, tout n'était pas ligne et dessin, il y avait aussi de la couleur sur ses œuvres. La sculpture antique, connue par l'archéologie, sort de terre blanche de la couleur du marbre. Mais il faut imaginer qu'elles étaient peintes. Cela remet en question les influences antiques qui marquent les œuvres jusqu'au XIXe siècle, et notamment les yeux aveugles, hérités de l'Antiquité, puisque les yeux n'étaient pas sculptés. Ils n'étaient pas sculptés, puisqu'en fait, ils étaient peints. La sculpture du XIXe siècle s'empare alors de l'idée de polychromie. Charles Cordier, encore jeune artiste à l'époque en formation, rencontre sur les trottoirs de Paris un ancien esclave soudanais affranchi, devenu modèle professionnel. Il va, à partir de ce modèle, réaliser des bustes qui deviendront ethnographiques et qui s'opposent à la conception même de l'art de Winckelmann, esthéticien du XVIIIe siècle, pour qui la graisse et donc la blancheur était l'idéal absolu de beauté. La couleur vient moderniser la sculpture du XIXe siècle, en jouant sur les matériaux pour redonner de la couleur à la sculpture. Charles Garnier est choisi en 1861 pour construire le Nouvel Opéra de Paris. Il fait le choix de la couleur à travers des marbres, une trentaine venant de 8 pays différents qui s'opposent à la blancheur du Paris haussmannien. Bref, c'est une querelle vieille comme le monde, qui n'est pas spécifique au monde des arts et qui oppose les anciens aux modernes. Alors finalement, ça donne quoi? Un tableau en couleur. Allons voir Eugène Delacroix au musée d'Orsay. Et oui, petit apprenti, c'est beaucoup plus difficile à regarder. Il y a moins de lignes, les couleurs sont plus ouvertes, plus vibrantes, elles vont bouger plus et on a beaucoup plus de mal à identifier le sujet. Il s'agit d'une chasse au lion. Le premier en haut de la composition. Le deuxième est tombé sur le sol. Le troisième est en train de tomber. Les lions. Un premier, le deuxième, le troisième qui n'est pas terminé,
probablement un quatrième. Une révolution, en effet maestro. Pas de dessin, pas de ligne, donc pas de perspective. Et pourtant, de la profondeur. Delacroix est en train de démontrer qu'avec que de la couleur, vous pouvez créer cette illusion de fenêtre ouverte sur la réalité. Alors que les tenants de l'école des beaux-arts vous affirmeront que seule la maîtrise parfaite du dessin peut permettre une telle réalisation. Tout ça va donner des idées à une jeune génération qui va suivre les pas de Delacroix et donner naissance à l'impressionnisme. C'était l'art de presque savoir, presque une conférence, et pour la fin de la bataille des couleurs, vous avez rendez-vous avec Art et Savoir Conférence. À très bientôt pour une nouvelle presque conférence.